Si tu veux aller à Minsk, le mieux c'est que tu as à Minsk. Et tu y vas. Tu vas là-bas. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je termine mon voyage à Minsk, je vais reprendre l'avion pour Moscou tout à l'heure. Et salut Simon. Salut Valentin, salut à tous. Alors je crois que c'est la troisième vidéo qu'on fait ensemble, on a fait 2 sur ta chaîne. C'est la première sur ma chaîne. Il était temps. Ouais. Et puis on a eu l'occasion de profiter de moments pour se voir ici à Minsk. Tu as pu me montrer la ville. Ouais, on s'est vu. Aujourd'hui, on pourrait parler ensemble du mariage avec une femme russe. Parce que toi, tu as été marié il y a quelque temps maintenant avec une femme russe. Effectivement, j'ai testé pour vous. J'ai fait le truc pour vous. Pour certains, peut-être que pour que vous n'ayez plus besoin de le faire, et d'autres au moins pour savoir dans quoi vous vous engagez. J'ai été marié pendant 7 ans, il y a 7 ans de ça, c'est-à-dire que je suis divorcé depuis 7 ans et j'ai été marié 7 ans avant. Ok, c'est une relation qui a duré, enfin vous avez été marié pendant 7 ans, mais finalement la relation a duré 7 ans parce que vous vous êtes marié très tôt. Hein. C'est ça. Tu m'as raconté hier que finalement tu l'avais vue une nuit et une journée avant d'aller la rejoindre à Saint-Pétersbourg pour faire ta demande. Oui, mais je pense que... Alors, évidemment, c'est plus chevaleresque que la majorité des cas. Cela dit, pour quelqu'un qui va rencontrer une femme qui n'habite pas dans le même pays que lui, le mec, il habite en France. Tiens, on va prendre un exemple qui est peut-être éloquent pour nous. Il habite en France et il va la voir 1 fois, 2 fois, 3 fois en Russie, il va passer une semaine avec lui en France. Quelque part, alors, il n'est pas aussi chevaleresque, rock'n'roll de l'épouser alors qu'il ne la connaît pas du tout, mais pour autant... c'est quand même pas le format où on passe 10 ans ensemble avant de se marier et être sûr du coup, tu vois. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des contraintes, notamment administratives, avec les visas. En fait, pour vivre ensemble, il faut souvent passer par le mariage. Oui, c'est une démarche lourde, mine de rien, de changer de pays pour l'un des deux, pour vivre avec l'autre dans tous les cas. Oui, c'est aussi ça, c'est que finalement, c'est aussi une preuve de son engagement et de sa fiabilité, de faire la démarche et de son sérieux. De se marier, c'est un gros pas en avant qui sécurise l'autre dans sa démarche d'expatriation. Quand c'est le cas d'une femme russe, par exemple, qui va déménager en France pour vivre avec son mari. Est-ce que, là c'est toi qui sauras nous le dire, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de femmes russes, le truc c'est tant qu'on n'est pas marié, moi je bouge pas. Hein. Ouais. Même aujourd'hui, en 2024, il y a encore des femmes russes qui n'envisagent pas de vivre sous le même toit de leur mari, que ce soit en Russie ou en France ou ailleurs, tant qu'elles ne sont pas mariées. Ouais, je l'ai déjà entendu. On peut se voir comme ça, compris se fréquenter de façon intime, mais de là à vivre ensemble sous le même toit, c'est un pas qu'elles sont prêtes à franchir après le mariage. Alors d'ailleurs, sur la localisation, vous, quand vous êtes mariés, c'est quand même intéressant. Tu veux raconter rapidement comment ça s'est passé la demande en mariage? Ouais, j'aime bien raconter cette histoire. Hein. En fait, à l'époque, je vivais à Helsinki où j'étais étudiant et en parallèle à mes études, j'étais déjà dans la vie active à ma façon puisque j'étais musicien. J'étais musicien de métier, quoi, c'était mon boulot. Et quand j'ai vu cette fille la première fois, en fait, c'était l'ami d'amis. Ils venaient de Saint-Pétersbourg et il y avait cette fille qui était venue avec eux passer un week-end ou je sais plus combien de temps à Helsinki. Et je me souviens que la première fois où je l'ai vue, sans la connaître, sans lui parler, je l'ai vue de loin, comme ça, je m'étais dit, tiens, si j'étais avec cette fille-là, je serais bien, je serais content. Je crois que une sorte de feeling comme ça, mais voilà, sans chercher plus loin, quoi. Quand j'ai eu l'occasion de la revoir des mois plus tard, à ce moment-là, je donnais un concert quelque part en Suède, je crois. Peut-être à Göteborg, quelque chose comme ça, je suis plus sûr. Et c'est là que vraiment j'ai fait sa connaissance. Elle était venue pour voir le concert avec des amis, les mêmes en fait. Et c'est là que j'ai fait sa connaissance, vraiment. On a passé la nuit ensemble, on a passé la nuit ensemble juste à faire le tour, aller d'un bar à l'autre, à discuter. On a partagé un moment. Et le lendemain matin, on est allé déjeuner ensemble, prendre le petit déjeuner. Et là, je me souviens lui avoir dit, toi et moi, un jour, on sera mariés. J'étais un peu foufou, tu vois. Au petit déjeuner. Au petit déjeuner, comme ça.
Là aussi, je suivais mes émotions. Je parlais en fait sans retenue. Et à ce moment-là, vous avez 19 ans tous les deux, c'est ça? Non, elle a 19 ans et j'en ai 24. Ah ok. J'étais mûr. Et elle rentre chez elle aussi, et moi je continue ma tournée, mon truc. Et en fait, je me rends compte que la relation peut pas marcher parce que c'est un format que je connais pas en fait. J'étais habitué à sortir avec des filles qui habitaient dans la même ville, le même pays que moi, donc c'est un format que je connaissais pas. Et c'est normal en fait, quand tu rencontres quelqu'un, bah, tu as envie de la revoir. Et là, tu te dis, je ne sais pas la voir avant je sais pas combien de temps, et je sais pas comment. Il y avait cette barrière justement de ne pas vivre dans le même pays. Et en dehors de l'Union Européenne, c'est-à-dire que tu y allais pas sans visa, c'était pas facile, c'est pas comme tu allais en Belgique, quoi. Et je me suis dit, ça peut pas être comme ça. Si les choses se passent comme ça va pas marcher, ça va pas le faire. Et c'est là que naturellement, j'ai continué dans mon idée, il faut se marier. Donc j'ai planté tout ce que je faisais là, et je suis reparti du côté de la Finlande, jusqu'à la Finlande. Et puis là, j'ai fait un visa en express, et avec mon visa, je suis parti en train. À l'époque, c'était les vieux trains soviétiques. Maintenant, remarque, il n'y a plus de train du tout parce qu'ils ne peuvent plus y aller. Mais quand il y avait le train rapide, tu faisais ça peut-être en 2-3 heures, je sais plus. Mais là, on parle d'avant les trains rapides. Et j'avais mis, je sais plus, 13 heures, 15 heures, un truc de fou. Et je vais à Saint-Pétersbourg, j'avais son adresse grâce à nos amis communs. Parce que tu as son adresse, mais tu n'as pas son numéro de téléphone pour l'appeler? Ça marche pas à l'époque. À l'époque, on n'a pas de smartphone. On a des téléphones GSM à clapet, là. Ah ouais. Et toi, ton téléphone français ou européen, il marche pas en Russie. Tu peux pas appeler un numéro. Tu peux pas appeler en Russie, ouais. Donc ton téléphone en Russie, c'est comme si t'en avais pas, quoi. Donc tu vas, tu as son adresse, mais et c'est tout. Tu sais pas ce qui t'attend. En plus, chose intéressante, quand j'arrive à Saint-Pétersbourg, c'est une panne d'électricité générale. Toute la ville est dans le noir. Un truc particulier, tu vois. Bon, et je connais pas la Russie aussi à l'époque. J'y suis allé, mais bon, voilà, je peux pas dire que je connaisse pour autant. Donc tu parles pas russe? Absolument pas. Alors que maintenant, voilà. Il est toujours éclaté, mais bon. Non, pour le coup, tu parles bien. Je suis étonné par. Coq la coque. Je suis étonné par ton niveau en russe, ouais, tu maîtrises bien. C'est ce que disent les gens quand ils m'ont pas trop entendu parler encore. Voilà. Tant que je reste sur des termes connus, sur tu vois, des sujets que j'aborde souvent, je fais illusion, mais je fais qu'illusion en fait. Amène-moi sur des sujets que je connais pas et là tu verras que... Oui, c'est ce qui est compliqué, c'est d'avoir le lexique dans une autre langue, surtout le russe, c'est compliqué. C'est quand tu es dans un autre contexte où tu te rends compte de tes limites en fait. Ouais. Donc tu arrives à Saint-Pétersbourg, il y a ce blackout, plus de lumière. Et il y a moi, vachement immature, parce que j'avais 24 ans, il y a peut-être des gens qui à 24 ans... ils ont la tête sur les épaules, ils savent ce qu'ils font, ils ont déjà bourlingué. Moi oui, j'avais bourlingué par le monde, oui. Je bossais, je faisais mes études, c'est vrai, mais sinon j'étais quand même vachement... Pour moi les conséquences, ça n'existait pas trop encore, voilà. Cela dit, sur ce coup-là, quand je me trouve devant l'immeuble, prêt à monter, la demander en mariage, et j'y suis resté 2-3 heures quand même là, à me poser la question, t'es sûr que tu fais pas une connerie énorme, là tu fais un truc de fou quand même. Je me suis mis d'accord avec moi-même en me disant, ok, tu sais pas si ça va marcher ou pas, autant tu prends une décision à la con, autant tu vas le regretter, mais justement, tu le regretteras pas parce que au moins tu auras tenté, c'est la seule façon que tu as de savoir si tu fais le bon choix ou pas. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, beaucoup d'hommes qui vont rencontrer une femme qui vit loin d'eux. Ils n'ont pas la possibilité d'être sûrs et certains, on l'est jamais déjà, mais on est encore moins sûr et certain quand on n'a pas une expérience de vie sur des années avec la personne avant de s'engager. Oui. Mon issue par rapport à ça, c'était de me dire, ok, j'ai au moins le courage d'essayer. Si ça marche, tant mieux, je serai content parce que j'ai essayé, puis j'ai eu raison. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave, je m'en voudrais pas parce que c'était le propre de l'essai. T'aurais essayé. Il y a une part de risque, d'échec, mais si j'essaye pas, ça marchera pas. Donc, Oui, mais effectivement, tu fais bien de le noter, il faut en être conscient, c'est que dans les rencontres internationales, on ne peut pas valider, tester la relation comme ça pendant des années avant de réellement entériner le couple et vivre ensemble, se marier. Il faut avancer. Il y a une prise de risque inhérente à la rencontre internationale. Je crois que la rencontre internationale, il faut être plus romantique, plus chevaleresque que la majorité. Parce qu'il y a plus de risques, parce qu'il y a plus d'efforts à fournir. Et en même temps, il faut être plus déterminé. Il faut vraiment savoir qu'on se lance pour aller au bout du processus parce que
on s'engage à la fois à engager souvent des capitaux, du temps, ses émotions. Et dans le cas d'une rencontre avec une femme russe, on ne peut pas se permettre d'être inconstant, de se lancer dans ce processus, puis après, temporiser. Non, faut y aller, déterminé, aller jusqu'au bout. Je me souviens, tu sais, de remarques, réflexions qu'on m'a fait à l'époque, qui étaient bienveillantes, hein, mais tu n'aurais pas pu trouver plus facile. Tu pouvais pas sortir avec une fille qui vit à côté de chez toi, c'était pas plus simple peut-être. Et j'ai toujours dit qu'on faisait pas les choses parce qu'elles étaient simples, mais parce qu'elles en valaient le coup. Parce que le plus simple à ce moment-là, c'est encore de rester seul. Tu vois, c'était encore plus simple alors. Bien sûr. Pourquoi je reste pas seul? Mais c'est quelque chose qu'on entend à chaque fois, hein, quand on cherche comme ça une femme à l'étranger. Souvent, on a des réticences de la part de l'entourage. Ça peut être aussi la famille, avec pourquoi tu trouves pas une femme de chez nous, près de chez nous? Ou alors, qu'est-ce qu'elles ont de plus? Et alors, qu'est-ce qu'elles ont de plus? À l'époque, je connaissais pas trop la Russie. J'avais un bon feeling avec mes amis russes à l'université, mais je m'étais pas dit je vais trouver une femme russe. Alors l'université, c'est quand tu as étudié où du coup en Finlande? Ouais, à l'université d'Helsinki, il y avait des Russes. Il y avait beaucoup de Russes qui venaient étudier en Finlande? Pas énormément, mais il y en avait. Et en tout cas, avant dans ma vie, j'en avais jamais côtoyé vraiment de Russes. De Russes ou d'Ukrainiens ou de Slaves en général, j'en avais pas trop côtoyé, ou même pas du tout peut-être. C'est là que j'ai découvert, ça c'est des Russes. Okay, au début j'étais un peu, merde, ils vont être violents, dangereux, bêtes, alcooliques. Alcooliques, ouais, tous les clichés. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'entendais bien avec eux. Et peut-être que ma culture française ou corse ou méditerranéenne, je sais pas, faisait que j'avais plus d'affinité avec les Russes qu'avec les Finlandais, qui étaient vraiment des Nordiques. Les Russes, ils ont plus le sang chaud, tu vois, même si c'est des Nordiques. Ah, c'est intéressant, hein, que finalement, en tant que Corse, tu t'es senti plus proche des Russes que des Finlandais qui sont mais les Corses et les Russes se ressemblent. Ouais. Les Corses et les Russes se ressemblent énormément. Je sais pas pourquoi, mais un Corse a beaucoup plus en commun avec un Russe ou un Ukrainien qu'avec un Belge, avec un Danois. Le côté, tu sais, le côté un peu, le côté émotionnel en fait. Le côté d'être drivé par les émotions, alors que les Scandinaves, ils sont beaucoup plus froids, beaucoup plus posés, tu vois. Le côté, de se laisser embarquer par ses émotions dans des trucs, réagir au quart de tour, c'est un truc qu'ils ont en commun, ouais. Ok. Donc, tu prends ta décision, tu tapes à la porte, elle ouvre. Je monte dans la cage d'escalier éclatée, c'est la Russie de l'époque, hein. L'ascenseur, tu te dis putain c'est pas possible, et tu tapes à la porte, effectivement elle ouvre, et c'est pas comme aujourd'hui, on s'est pas envoyé un message sur WhatsApp quoi. Donc elle dit mais qu'est-ce que tu fais là, parce que c'était à l'époque des Européens qui franchissaient la frontière pour aller en Russie, bien sûr il y en avait, mais c'était pas la démarche commune quoi. Et donc elle me voit là tout seul, mais qu'est-ce que tu fais là, c'est vraiment la surprise. Et moi je lui ai dit, juste parce qu'il y a toujours une touche d'humour, tu sais, parfois c'est la seule arme qui nous reste, disait Roger Rabbit, donc j'ai juste une question à te poser, puis après j'y vais. Et ma question c'était, alors je ne sais plus comment je l'ai formulée, est-ce que tu veux être ma femme, est-ce que tu veux être ma fiancée, est-ce que tu veux qu'on se marie, je ne sais plus comment je l'ai formulée. Mais elle est restée interdite, tu vois. Et au bout d'un long moment à attendre, parce que je sais pas, autant c'est 10 secondes, c'est 20 secondes, mais c'est... Ouais, ça dure une éternité là. J'ai dit avec des yeux un peu implorants, tu sais, je crois qu'il va falloir que tu dises quelque chose, il va falloir que tu répondes. Et elle a dit bah oui alors. Ouais. Bah ouais. Tu vois, ok alors. Et du coup je suis pas reparti, je suis resté là avec elle. J'ai dormi chez elle, c'était assez tard déjà dans la journée ou dans la soirée. Et le lendemain matin, elle me réveille en panique parce que ses parents venaient de revenir, ils étaient partis à la datcha et là ils revenaient, tu vois. Et me voilà au saut du lit, à qui on me présente à mes futurs beaux-parents qui étaient déjà au courant qu'on allait se marier. Je sais pas comment, mais sans doute que quand ils sont arrivés le matin, elle est allée les trouver et dire en fait... Et ils étaient super heureux de faire ma connaissance. Et ils m'ont fait boire des shots de vodka pour le plaisir de faire notre connaissance, comme ça au réveil, tu vois. Et on est parti acheter les bagues. Les bagues de fiançailles. Oui, on en parlait hier, c'est sans doute comique, mais pour moi à l'époque, je pensais que quand on se fiançait, les deux avaient une bague de fiançailles, donc moi je me suis acheté une bague de fiançailles. Avec un caillou dessus Non, j'ai donné plus simple. Simple. Je me suis pas offert une bague avec un diamant, non. Mais pour autant, plus tard marié, j'avais les deux bagues.
D'accord. J'avais toujours la bague de fiançailles et la bague de mariage. La bague de mariage. Oui. Et le mariage, ça s'est programmé dans la suite, dans la foulée? Pour nous, c'était le truc, la suite logique et immédiate, quoi. Donc, quelques jours après, peut-être le lendemain, je sais plus, je suis retourné en Finlande où j'ai commencé le process administratif des papiers et puis après, il fallait qu'elle soit là, donc elle faisait des allers-retours. Est-ce que vous êtes marié en Finlande? Ouais. D'accord. Ok. Et vous n'avez pas voulu attendre un petit peu, à partir du moment où il y avait cet engagement l'un envers l'autre avec les fiançailles, de tester la relation sur une période avant de vous marier? Non, parce que c'était un petit peu la condition sine qua non. Si on voulait vivre ensemble normalement, juste avoir une relation normale, on ne pouvait pas dire tu gardes ton appart, je garde le mien et on se voit quand on a envie, puisqu'on habitait dans des pays différents. Et en fait, la seule façon qu'on ait, c'est d'être marié. C'est d'être marié et d'habiter ensemble. Et ne pouvait pas se prendre un appart à Helsinki. Et parce que les fiançailles, ça n'a pas de valeur au niveau administratif. Non, pas du tout. Les fiançailles, c'est la promesse du mariage. C'est en fait, on va se marier et dans ce laps de temps, on est fiancé. En fait, et ça, j'ai eu cette discussion des fois avec d'autres filles. À quoi ça sert de se marier? À quoi ça sert de se fiancer? Ouais, c'est ça, à quoi ça sert de se fiancer? Ça peut faire perdre du temps. Mais ça ne va pas perdre du temps, puisque quand tu demandes à quelqu'un, en tout cas c'est ma compréhension du truc, quand tu demandes à quelqu'un de se marier, il faut du temps en fait. On n'est pas à Las Vegas, quoi. Donc il y a des papiers à faire, ça peut prendre des semaines, des mois. Ouais, la préparation du mariage aussi, la logistique, si c'est un mariage important, s'il y a beaucoup d'invités. La fiancée, c'est ta promise, en fait. Et pendant ce laps de temps, jusqu'à ce que le mariage soit conclu, eh bien voilà, elle t'est promise, et c'est ta fiancée, c'est ça le sens. Et j'ai vu, alors je ne sais pas comment en France les gens prennent ça, mais j'ai vu ici, au Bélarus ou en Russie, des filles dire « c'est une perte de temps, je n'ai pas besoin de faire ça, ça ne sert à rien ». Mais en fait, tu ne gagnes pas de temps n'étant pas fiancé, puisqu'il y a quand même le process derrière du mariage lui-même. Exactement. Et donc, vous vous installez où, du coup, ensuite, une fois que vous êtes marié? Vous avez vécu entre plusieurs pays dès le début? Ouais, alors au début, on s'installe dans mon appart à Helsinki. Ok. Mais moi, je suis déjà passionné par la Russie. Elle y a sa famille, ses amis. Donc dès le départ, en fait, on commence à partager notre temps. On commence à être un peu à Helsinki, un peu à Saint-Pétersbourg. Et oui, on a toujours vécu sur plusieurs pays à la fois, comme ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses au début de la relation qui t'ont surprise? Tu avais déjà eu des expériences, bien sûr, avec des femmes, des relations de couple. Mais là, c'était ta première expérience avec une femme russe. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Ah, le rentre dans l'intimité, c'est bon. Sur ma chaîne, je ne fais pas ces choses-là, mais là, c'est sur la tienne, je me sens... La première chose qui m'a surpris, c'est qu'elle ne prenait pas la pilule. Ah oui, d'accord, ok. Eh ouais, parce que moi, je ne connaissais que des occidentales. Et en France, on a ce truc, du moment qu'une fille passe la puberté, elle est sous traitement. Elle est sous traitement, d'ailleurs... Je sais que les Russes, les Slaves, trouvent ça complètement fou. Je n'ai pas besoin de prendre des médicaments, je ne suis pas malade, j'ai aucun problème, c'est dangereux pour la santé. Mais en France, la pilule contraceptive, depuis les années 60, c'est la norme. T'es une fille, tu vas avoir une vie, tu vois, je vais pas te faire un dessin. Ouais. Et à ce moment-là, tu prends la pilule. Et pour moi, j'avais pas connu de filles qui prenaient pas la pilule, j'avais pas connu énormément de filles non plus, je vous dis. Mais je pensais, si elle prend pas la pilule, une fille va me le dire, puisque la norme, c'est de la prendre. Et là, j'ai été confronté à la réalité russe, boum, d'un coup. Non, elle va pas te dire qu'elle prend pas la pilule, puisque personne la prend, hors, tu vois, indication médicale. Donc pour elle, c'était pas du tout logique de dire « fais gaffe, je prends pas la pilule ». Oui, et puis là, vous étiez mariés. Oui. Donc, ok. On n'était pas encore mariés, je crois, c'était dans la préparation mois, du mariage. Voilà. Et c'est là que je découvre « Ah bon, mais en Russie, vous prenez pas la pilule ?» Voilà. D'accord. Ok, et après, je parle plutôt de la relation de couple, sur l'organisation, on va dire, au quotidien du couple. Est-ce que le fait d'être avec une femme russe, ça a changé la façon dont tu gérais ton couple, les choses s'organisaient par rapport à tes autres relations? Et les choses revenaient à leur place. Si tu veux, moi j'avais grandi... De ta place d'homme au sein du couple? Le fonctionnement du couple dans l'ensemble, ce qu'elle était, comment on interagissait. D'accord. Pour moi, les choses revenaient à leur place. Parce que moi, j'avais eu l'exemple de mes grands-parents. J'ai été élevé en grande partie par mes grands-parents en Corse. Et donc, autrement dit, ils n'étaient pas très progressistes, tu vois. Donc, quand j'ai rencontré mon épouse et qu'on a commencé à habiter ensemble,
les choses étaient à leur place. C'est-à-dire que le soir, elle m'appelait pour me demander à quelle heure tu vas rentrer, donc que je sache pour mettre la nourriture au four, tu vois. Et c'était normal, j'étais content. Il n'y a pas de truc, je suis pas quelqu'un qui pense que les femmes elles doivent cuisiner, je m'en fous, je cuisine pas, ma copine elle cuisine pas, on se fait livrer, on est toujours au resto, je m'en fous, tu vois. Mais ça me paraissait un truc normal de, tiens, elle se soucie, elle mange pas sans moi, par exemple. Elle m'attend pour manger, on va manger ensemble. Cette espèce aussi de... on prenait soin l'un de l'autre. Tu sais, tu vas aller à tel endroit, appelle-moi quand tu arrives. Ça s'est bien passé ta journée, tu devais aller à un truc, ça s'est passé comment? Cette espèce de bienveillance, on veillait l'un sur l'autre. Pour moi, c'était normal ça. Mais c'était pas la norme des relations que j'avais connues en Occident. Un autre truc aussi, elle disparaissait pas, faire la teuf avec ses copines. Voilà, elle était carrée, posée, elle était sérieuse en fait, elle était super sérieuse dans son engagement, dans son couple. En fait, on a formé de suite une famille. Et ça, pour moi, c'était chouette, parce que j'étais habitué au n'importe quoi, tu vois. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais avant de tourner la vidéo, il y a dans la langue russe, quand on parle de famille, ça peut prendre juste un couple. Il n'y a pas cette notion de on a une famille avec obligatoirement les enfants. Être deux dans un couple, dans une relation sérieuse, c'est déjà constituer une famille. Et je reviens sur ce que tu disais sur le parallèle entre ce que tu as connu dans ton couple avec ta femme russe, Ksenia, et le parallèle que tu fais avec tes grands-parents corses. Je pense qu'on peut extrapoler ça à finalement la génération, enfin 2 générations en avant, que tes grands-parents soient corses ou que ce soit des grands-parents de métropole, c'est leur génération qui avait ce fonctionnement. Donc si aujourd'hui on résume, c'est que les Russes, ils ont un fonctionnement au sein des couples qui, on pourrait le comparer à être le fonctionnement des couples 2 générations dans le passé en France. Ouais, on pourrait faire ce parallèle-là, hein. Après, il y a du cas par cas. Mais dans mon ressenti, en tout cas, parce qu'il faut voir que la Finlande est un pays qui était très progressiste. Ouais. Donc ça faisait un gros contraste pour elle. Un contraste énorme. Et pour moi aussi, en fait. Puisque même si moi, je l'avais choisi, pour autant, si tu veux, quand je voyais les relations de couple, c'était n'importe quoi. En Finlande, voilà, tu avais une copine du lundi au vendredi, quoi. Puis le vendredi, après, elle se bourrait la gueule et après, advienne que pourra. Hein. Peut-être que le dimanche, t'en aurais plus. Et tu vois, c'était vraiment complètement à l'arrache. Ouais, des relations éphémères. Des relations éphémères, la notion d'engagement, de monogamie, elle avait pris un coup dans l'aile déjà largement. Tu vois, les gens ils disaient ça sert à rien de se mettre en couple sérieusement avec quelqu'un parce que tu sais, tu peux, voilà. Cette notion de monogamie qui aujourd'hui, dans certains endroits, n'existe plus. Hein. Je veux dire, si tu vas à Berlin, par exemple, la monogamie, c'est quoi ce machin-là, tu vois? Et évidemment que pour mon épouse russe, non, ça avait de la valeur et ça avait du sens. D'accord. Donc vous êtes resté 7 ans en relation avant de divorcer. Est-ce qu'il y a eu plutôt des hauts, des bas, ou alors finalement la relation s'est bien passée, ça a été constant dans votre relation pendant 7 ans? Ouais, franchement, on n'a jamais eu de crise majeure. Au début, on se disputait gentiment, on se chamaillait parce qu'on n'était pas habitué à vivre avec quelqu'un, tu vois. Oui, c'est souvent cette phase on s'apprivoise l'un l'autre et puis on apprend, en fait, on découvre l'autre. Hein. On connaît pas encore l'autre au moment du mariage, finalement. Ouais. Et ça vous a pris combien de temps à trouver votre rythme dans le couple? Je crois que on s'est beaucoup disputé, entre guillemets, gentiment, mais quand même, les premiers mois. Mais parce que aussi, elle vivait en Russie chez ses parents, elle se trouvait dans un pays étranger, avec un étranger, qu'elle ne connaissait pas tant que ça. Elle était déracinée de son travail, sa famille, ses amis. Son pays. Ça faisait, son pays, ouais. Et ça faisait pour elle un gros changement. Et quant à moi, j'avais une femme qui habitait avec moi chez moi. Alors que... Est-ce que pour elle, est-ce qu'elle a coupé les liens avec sa famille comme ça en partant en Finlande avec toi, ou alors elle restait, comme ça se fait beaucoup en contact avec sa mère au quotidien, au téléphone, envoyer des messages? Elle était au téléphone avec sa mère tous les jours, plusieurs fois par jour. Plus qu'avec toi? Éventuellement, oui, mais bon, ça ne me gênait pas. Et on était en Russie la moitié du temps, donc... oui, c'est ça. Vous étiez entre les deux pays. Elle n'a pas du tout coupé les liens, non. Non, c'est moi qui ai créé des liens avec la Russie, en fait. D'accord.
Et donc, bon, les années passent. Est-ce que elle t'a mis une pression pour avoir des enfants une fois que vous étiez mariés? Non, parce que tous les deux, on était jeunes. Et elle avait cette mentalité un peu à l'occidentale déjà, où à 20 ans, 21 ans, il n'était pas question d'avoir des enfants. En fait, pour elle, il fallait qu'on soit plus posé dans la vie pour avoir des enfants. Et ça me convenait bien aussi. Ouais, c'est très mature comme façon de voir le processus d'un couple. Quelles étaient les étapes qu'elle considérait comme importantes à valider avant justement de penser aux enfants? Pour elle, ce qui était important, c'était qu'on ait une stabilité matérielle. D'accord. De façon à pouvoir subvenir à leurs besoins. Qu'on ait une stabilité aussi, qu'on soit plus adulte, plus mûr en fait, hein, plus posé, tu vois. Alors que quand on s'est connus, elle était mannequin, mais tu sais que la carrière d'un mannequin, elle est courte. Quand elle a eu peut-être 21, 22 ans, 23 ans, elle était vieille en fait. Et donc elle a dû faire une reconversion professionnelle. Et moi, quand on s'est connus, j'étais musicien, mais cette vie de musicien en tournée où je pouvais rester des semaines sans la voir, ça me convenait pas non plus, tu vois. Donc moi aussi, il a fallu que je fasse une reconversion professionnelle. Et aussi, j'étais dans mon rôle de mari et pour moi, je ne pouvais pas être pendant des semaines parti et il fallait que je ramène plus d'argent et je me devais de prendre le rôle d'un adulte. Un adulte, il avait sa société, c'était mon modèle, quoi. Il avait sa boîte, son activité, il était responsable financièrement. Donc, Et ça, c'était venu parce que c'est ton éducation, c'est comme ça que tu ressens les choses, de prendre cette position au sein du couple, ou alors c'est du fait des conversations avec Xenia que tu as pris cette position au sein du couple? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est elle qui t'a un peu éduqué là-dessus, ou alors c'est ton éducation que tu as reçue par tes parents, par tes grands-parents? Et c'est la Russie qui m'a éduqué à ça. Ah d'accord, c'est venu après. Ouais, alors c'était pas en opposition avec ce que j'avais connu dans mon enfance, dans mon éducation, c'était pas du tout en opposition, ça allait dans le même sens. Mais c'est moi qui me suis adapté au modèle russe en fait. C'est ce qui me plaisait. Ouais, ça t'a pas été difficile, ouais. Ouais, parce que ça me plaisait, ça me convenait, mais c'est la Russie qui m'a éduqué là-dessus. C'est quand j'ai vu les autres, quand je parlais avec mes beaux-parents, quand j'avais mes amis russes, c'est eux qui m'ont éduqué là-dessus. Voilà. Et j'ai une question par rapport à l'intégration sociale de ta femme, de Xenia, quand vous étiez en dehors de Russie. Donc vous voyagiez entre la Finlande et vous alliez aussi également en Corse de temps en temps? Oui, bon, on a vécu on a vécu principalement en Russie, en Finlande, mais on était souvent en déplacement en Italie, en Espagne, en Corse, en France. Et est-ce que ça n'a pas été une appréhension pour toi, le fait que ta femme, elle arrive à se créer un cercle social en dehors de Russie, elle s'ouvre aux gens, tu vois, elle ne se reproduit pas sur la communauté russe locale? Le truc, c'est que sa vie sociale, c'était avec moi, quoi. D'accord. Elle n'avait pas vraiment d'aspiration à se faire un cercle social large là où on se trouvait. Ouais. Et je pense qu'elle ne pouvait pas s'intégrer. Je pense que pour elle, les Finlandais, c'était trop bizarre. Ils étaient trop en décalage par rapport à elle, à ses valeurs. Je pense qu'elle ne pouvait pas s'intégrer au milieu d'eux. C'est pas possible. De toute façon, elle voulait pas. C'est deux pays vraiment très différents, ouais. Oui. Donc non, elle ne s'est pas bien intégrée nulle part. Mais si tu veux, du moment que moi j'y étais, moi j'avais un cercle social et elle en faisait partie. C'était ma femme, c'était la famille, tu vois. Donc, c'est au travers de toi qu'elle avait ce cercle social. Ouais, en grande partie, ouais. Elle avait peu d'amis, mais parce qu'elle voulait pas non plus, tu vois. Ouais, ça l'intéressait pas d'avoir des hobbies hors de finalement les moments que vous partagez ensemble. Ouais, nos hobbies c'était de voyager. Puis après j'avais un bateau, on partait en bateau ensemble. Ouais, ses hobbies c'était ça. Et ça c'était cool aussi en fait. Puisque tout ce qu'on faisait, on le faisait ensemble, on avait nos amis ensemble, en commun, on voyageait ensemble. Des fois, je voyageais pour le business sans elle, hein. Mais je veux dire, pour autant, on n'avait pas des vies vraiment très distinctes, quoi. D'accord. C'est la famille. Et j'ai une question qui m'intéresse. Donc vous vous êtes rencontrés, vous étiez très jeunes, pas encore des adultes finalement parfaitement constitués. Surtout moi, ouais. Est-ce que, comme vous êtes restés 7 ans mariés, est-ce que vous avez vu que vous avez évolué à des rythmes différents, dans des directions différentes, entre le point de départ qui est le mariage et la relation comme ça sur 7 ans? Est-ce que
Voilà, est-ce que vous vous êtes un peu éloigné, avancé dans des directions différentes ou pas? Oui, moi je l'ai vu devenir adulte. Elle, je sais pas si elle m'a vu devenir adulte, c'est pas arrivé donc elle n'a pas pu le voir. Je pense que moi c'est arrivé plus tard. Mais moi je l'ai vu devenir adulte et en fait à mes yeux elle devenait chiante. Ah d'accord, elle devenait trop sage. Elle avait besoin de stabilité, voilà, pour elle ce qui était important c'était surtout pas perdre son job, elle l'aimait pas, hein, mais il fallait pas le perdre pour autant, surtout pas perdre son job, surtout pas changer d'appart, surtout pas trop faire de projets parce que c'est intimidant. Elle avait peur de perdre ce qu'elle avait alors qu'en fait c'est bon, quand tu as 25 ans, 26 ans, tu peux perdre, refaire, recommencer, c'est bon quoi. Moi, j'étais prêt toujours à tout perdre, à tout recommencer, à part elle, je voulais pas la perdre. Et donc, ouais, je la trouvais chiante et pour moi, elle était en fait limitante dans mes projets. D'accord. Mais j'ai l'impression que ce que vous avez rencontré en tant que couple, c'est presque le standard des gens qui se mettent en couple et qui se marient jeunes. C'est prendre le pari sur l'avenir qu'on va évoluer dans la même direction et au même rythme. En Russie, j'ai eu ça pas mal de fois autour de moi où finalement le couple se constitue assez tôt, par exemple à l'université. Les gens, ils se marient et la femme évolue professionnellement, socialement, a des aspirations toujours plus hautes et en fait elle est mariée à un homme qui n'évolue pas trop. Et même si son rôle en tant qu'épouse russe, c'est de pousser, de faire en sorte que son mari aille le plus haut possible et s'épanouisse, si elle voit que malgré les stimulations, il n'évolue pas, ça va coincer au bout d'un moment. Donc ça, c'est à mon avis un des aspects les plus négatifs du fait de se marier très tôt. C'est que on va miser finalement sur le potentiel de quelqu'un sans savoir s'il a d'avoir la niaque et l'énergie pour vraiment évoluer au même rythme que nous. Mais les femmes russes, alors quand elles sont jeunes, hein, après bien sûr quand elle a 35 ans, elles ne cherchent plus le potentiel, elles cherchent les faits. Oui. Par contre, jeune, si toi tu es jeune et elle est jeune, évidemment que tu n'es pas encore installé dans la vie, que tu n'as pas particulièrement d'influence ou de réussite sociale parce que tu es jeune. Mais elle parle beaucoup du potentiel. J'ai souvent entendu, ouais, moi je pourrais tout à fait être en couple avec quelqu'un qui gagne pas beaucoup d'argent, qui se lance dans la vie, s'il a du potentiel, s'il a de la motivation, s'il a de l'ambition. Sinon, non. Tu as le droit, peut-être jusqu'à 30 ans, d'être un peu paumé du moment qu'on estime que tu as du potentiel. Après, par contre, non. Et c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que avant 30 ans, vous êtes évalué sur votre potentiel. Après 30 ans, il faut déjà avoir accompli, être en capacité de montrer ce qu'on a, ce qu'on est réellement, quoi. Bah, disons qu'à 40 ans, le potentiel, tu ne l'as pas encore exploité. Après, on en a encore sous la pédale. Hein. Ouais. Pour autant, si on n'a rien fait, potentiellement, c'est que, tu vois. Bon, on est moins crédible vis-à-vis des femmes, c'est sûr. C'est clair. Si on est encore en construction à 40 ans, c'est plus compliqué. Moi, je dirais qu'un truc que j'ai appris à accepter, mais qui me gênait à la base en Russie, c'est ce sentiment d'être jugé. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Qu'est-ce que tu as comme diplôme? Tu fais quoi dans la vie? Ok, mais ta société, ce sentiment d'être jugé, en fait, est-ce que oui, sur le potentiel, sur les accomplissements, et je suis un peu rebelle, tu vois, j'avais toujours ce truc, de dire, mais je t'ennuie. Mais je crois qu'en France, on doit moins ressentir ça, j'ai pas beaucoup d'expérience, hein, mais je crois qu'on doit moins ressentir ça, le fait de se faire juger. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, dans la séduction, les hommes russes, j'ai vraiment cette sensation que c'est ce qu'ils cherchent à montrer, c'est leur réalisation. Par exemple, j'en parlais dans une autre vidéo, c'est sur les applications de rencontres, les gens vont parler par exemple du nombre de pays qu'ils ont visités. Ouais. Comme un achievement. J'ai voyagé dans 35 pays, ça met tout de suite un statut, je dirais pas social, mais en termes de rythme de vie, qu'est-ce qu'on fait. Ça montre que j'ai les moyens de le faire. Et il y a toujours un peu ce truc qui revient où les femmes russes vont être assez passives par rapport, en comparaison aux femmes françaises, dans la discussion. Elles vont pas poser forcément beaucoup de questions pendant les rendez-vous. Donc les hommes russes, eux, ils attendent pas les questions, ils disent voilà, moi je fais ça c'est contre-intuitif, hein. en se valorisant.
en parlant de leur BMW qu'ils ont acheté à crédit. La BMW. La BMW. C'est contre-intuitif d'une façon. Bah pour nous, oui, parce qu'on est plutôt modeste quand on rencontre quelqu'un, enfin on n'en fait pas des tonnes. J'avais lu une fois, je sais plus qui disait que avant d'aller à un rendez-vous galant, à une date, fais la liste des trucs dont tu es le plus fier et n'en parle pas. Ah oui? Voilà. Les trucs, tes plus grands accomplissements, les trucs que tu veux le plus mettre en avant, fais bien la liste et surtout n'en parle pas. Parce que, qui c'est qui disait ça? Je sais plus, j'ai oublié. Mais en tout cas, ça avait résonné en moi, ça faisait sens. Parce que pour moi, si tu as besoin de dire à la fille, ouais, c'est moi j'ai fait. Pour moi, c'est un red flag en fait. Je me méfie des gens qui d'emblée essaient de me dire, ouais, c'est moi j'ai fait. Parce que en fait, ça, je l'ai vu, si tu veux, à travers mon expérience, à l'époque où j'avais mon agence immobilière et que j'ai commencé à bosser avec des clients qui avaient. Ah oui. Ouais, ouais. C'était les biens de prestige dans le sud de la France, en Corse. Mes clients, ils avaient. Et en fait, ils n'en parlaient absolument pas, ils s'en foutaient. Ils n'avaient pas besoin de me dire, oui, salut Simon, alors moi j'ai fait, moi sur mon compte en banque, moi tu sais, la voiture, puisqu'ils n'avaient pas à m'impressionner parce qu'ils s'en foutaient. Donc pour moi, en général, les gens qui veulent te parler de leurs accomplissements, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils se sont payés, de combien ça vaut, pour moi, ça sous-entend que... ça le fait pas, c'est que il y a un problème, il y a un truc qui va pas. Ouais, c'est d'accord. fake. Mais dans le cas des rencontres avec les femmes russes, c'est souvent ce qui se passe. Les hommes russes n'hésitent pas à parler de leur réussite dès le premier rendez-vous pour impressionner les femmes. Et est-ce qu'ils ont raison? Alors là, c'est une question de fond. Je pense que c'est dans les us et coutumes de la séduction en Russie. Il faut un petit peu faire le pan, quand même. Oui. Mais je sais pas, moi, sans le faire, je l'ai fait au début. Moi, je pense que ça vient surtout de comment se passe la communication. Finalement, les femmes, elles sont très différentes les unes des autres pendant un rendez-vous. Si une femme est vraiment dans la passivité, qu'elle pose zéro question, là, on n'a pas le choix, quoi. Faut y aller. Faut pas uniquement poser des questions et puis renchaîner avec une question dès qu'elle répond. Mais il faut aussi que la communication s'équilibre en parlant un petit peu de soi. Donc si on n'a pas de questions, il faut prendre la place en parlant de soi. Ça, c'est un point quand même, hein. Là, tu soulèves un point. C'est que la passivité dans la conversation... j'ai l'impression que beaucoup de femmes slaves, pour élargir à d'autres pays slaves, frontaliers à la Russie. Quand je parle de femmes russes, on peut extrapoler à l'Ukraine et la Biélorussie. Ouais, nous on le fait naturellement. On sait que il y a ce côté de moi je suis une femme, c'est à toi de faire la conversation. Et ça, pour moi, au début, c'était vraiment lourd. Elles sont pas toutes comme ça, mais beaucoup considèrent que c'est à toi de m'inviter au restaurant, c'est à toi de faire la conversation, c'est à toi de faire tout, quoi. C'est à toi de m'écrire un message. Bien sûr, c'est à toi de m'écrire, parce que moi, je suis une femme, je vais pas t'écrire la première. Et tout ça, aujourd'hui, ça fait partie de ma culture, ça fait 20 ans. Donc tout ça, j'ai appris, puis intégré, après l'avoir accepté. Mais je me souviens qu'au début, je me suis dit, mais c'est bon, je suis pas un clown, je suis pas là pour t'amuser, tu vois. Je suis pas là pour te distraire. Parce que j'avais une idée égalitaire en fait. La parité. C'est ça. Je ne suis pas plus là pour te divertir que tu n'es là pour me divertir. Alors qu'en fait, mœurs et cultures différentes. De ce fait, tu es beaucoup plus susceptible en Russie, au sens large, de te trouver au resto avec une fille qui ne parle pas et qui attend. Tant que tu fasses la conversation, que tu la distrais, que tu lui fasses passer une bonne soirée. Hein. Que tu lui dises qu'elle est belle. Mais tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Aujourd'hui, j'en ris, mais je l'ai admis, je l'ai accepté. Mais au début, c'est vrai que ça me saoulait. Je me dis, c'est pour qui elle là. Et je dirais que c'est une des principales raisons, si ce n'est la principale raison des échecs des hommes qui rencontrent des femmes slaves, c'est l'incompréhension qu'ils ont des mœurs. Ça va aller, Simon? J'ai avalé le citron de travers. Ils ont mis le citron de travers. Aïe, aïe, aïe. L'incompréhension qu'ils ont des mœurs et des us et coutumes des femmes russes, en fait, ils ne les comprennent pas. Et cette passivité va souvent être interprétée par les hommes comme un manque d'intérêt. Alors que c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Et donc, Simon, malheureusement, au bout de 7 ans de relation, de couple, de mariage, votre relation s'est terminée avec un divorce. Est-ce que tu veux bien nous en parler ?
Alors malheureusement, ça c'est intéressant. Avec le recul. Malheureusement, à l'époque, oui, la pire chose qui me soit jamais arrivée. Ouais. À l'époque, j'étais mourant, littéralement mourant. Donc c'est la pire chose qui me soit jamais arrivée. Cela dit, avec le recul, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et ça n'a rien à voir avec mon épouse qui était quelqu'un de génial et qui est toujours quelqu'un de génial. Hein. On est amis, on est proches. C'est par rapport à mon évolution personnelle. Tu parlais tout à l'heure je digresse un peu. Mais tu parlais tout à l'heure des hommes qui sont en couple et qui ne progressent pas. Mais parce qu'en fait, un type, si tu lui donnes du confort, il a sa femme à la maison, il a à manger dans son assiette, il a le match à la télévision, il manque un peu, tu vois, ça manque un peu de mordant pour te faire avancer. Le jour où tu te prends une grosse tuile, où tout est éclaté, ben en fait, là tu as deux possibilités, quoi. Sombrer, te plaindre, t'apitoyer sur ton sort, ou rebondir et te dire, bah moi je ferais mieux. Ouais. Et en ça, mon divorce a été très positif pour moi. Donc malheureusement... ça a été l'opportunité pour toi de prendre une nouvelle direction, une nouvelle trajectoire dans ta vie, et puis avoir des aspirations différentes, partir sur autre chose. Je me suis dit qu'il fallait que je devienne quelqu'un qu'on n'avait plus envie de divorcer en fait. Il fallait que je devienne quelqu'un où on se disait pas « ouais, je peux trouver mieux ». Alors évidemment, on peut, hein, bien sûr. Parce que c'est ta perception, c'était ta perception et ça l'est toujours, c'est que quand elle a demandé le divorce, Ksenia, c'était parce qu'elle estimait qu'elle pouvait trouver mieux que toi. Je pense que dans tous les cas, quand on se sépare de quelqu'un, alors peut-être pas dans tous les cas, allez, on ne va pas généraliser absolument, mais bien souvent, quand on se sépare de quelqu'un, c'est parce qu'on pense qu'on peut trouver mieux, qu'on soit homme ou femme. Je dirais que ce qu'a fait Ksenia, c'est quand même une sacrée prise de risque. Je dirais que quand même le cas un peu classique, c'est qu'une femme quitte un homme pour un autre homme. Elle a souvent déjà préparé son coup. Il y a déjà un homme qui est dans les parages au moment de la séparation. Là, quand Ksenia a voulu divorcer, elle n'avait pas un homme dans son collimateur. Non, mais elle était, par rapport aux standards, que ce soit en Finlande ou en France, elle était très très jolie. Donc elle avait une attention maximale d'un tas d'hommes, y compris qui en imposait beaucoup plus que moi, tu vois. Donc je pense que dans sa tête, naturellement, un peu je me serais fait la même réflexion. Attends, elle s'est dit, bon, ok, lui il est cool et tout, mais il y a quand même un putain de choix. C'est un peu comme tu as ta copine, c'est une fille normale, elle est chouette, tu l'aimes et tout. Mais toi tu te trouves dans un pays où il y a des bombes atomiques tous les jours qui viennent te parler, salut, ça va, comment tu t'appelles? Oui. Tu te dis, bon, si je la perds, tu sais, ça sera triste, mais je pense que je pourrais la remplacer. Ah oui, donc c'est la perception qu'elle avait d'elle-même par rapport au marché de la rencontre. Elle s'estimait, elle s'évaluait comme au top en termes de désir de la part des hommes, et pensait qu'elle pouvait être remplacée, en tout cas trouver un autre homme très facilement. En tout cas, c'est mon interprétation. Et parce que je suis convaincu que si on ne se dit pas « je peux trouver mieux », on ne laisse pas la personne, on ne la laisse pas pour rester seule ou pour trouver pire. Donc en général, effectivement, si on se sépare, c'est parce qu'on pense pouvoir trouver mieux. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, alors là on avance un petit peu, on reviendra sur le passage du divorce si tu veux un petit peu après, mais on peut faire le bilan pour Ksenia aujourd'hui, parce que tu as encore des nouvelles d'elle. Donc ça fait 7 ans que vous avez divorcé, et quel est le bilan pour elle de ces 7 années d'après Simon? Alors quelque part, ça sera à elle de le faire et de le dire. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans nos discussions, parce qu'on se parle, c'est un membre de ma famille. Hein. Oui. Il y a quelque chose qui m'a marqué, elle m'a dit, j'ai commis une erreur, c'est celle de penser que je retrouverai facilement un autre homme qui sera prêt à s'engager auprès de moi, à m'épouser, à vivre avec moi, à faire sa vie avec moi. Parce que, évidemment, quand tu es une très jolie fille dans un pays où il y a beaucoup d'hommes et beaucoup d'hommes célibataires, comme c'est le cas aujourd'hui si tu mets une femme russe en Europe, hein, évidemment qu'elle n'a pas de problème à retrouver un homme, aucun problème. Mais là le problème, c'est pas de retrouver un homme, mais de retrouver un homme qui soit prêt à s'engager avec elle, qui soit prêt à faire une vie avec elle, à l'épouser. Et elle m'a dit, ça c'est ma grande erreur, j'ai pensé que je retrouverais facilement quelqu'un qui comme toi serait prêt à prendre les mêmes engagements. Et ça n'est visiblement jamais arrivé puisqu'elle ne s'est pas remariée. Et du coup elle a passé sa vie ensuite en Russie?
Non, en Finlande principalement. En Finlande. Finlande, en Suède aussi. Je connais pas trop les hommes nordiques comme ça, ils ont des réticences à s'engager dans le mariage. C'est une difficulté pour eux? Ils sont plus dans le progrès. Ah Et, ouais, donc ils se marient moins du coup. Ils se marient moins, mais là aussi, le calcul, il est vite fait. Moi, j'essaie d'être réaliste et même un peu trop dans le dur, mais... Ok, tu es un homme d'affaires suédois. Tu es un banquier d'affaires suédois. Tu es plutôt bien de ta personne, tu as les moyens, des filles, tu en as tant que tu en veux, quelque part. Alors tu la rencontres elle ou une autre, tu l'amènes en vacances, tu profites, tu as du bon temps. Pourquoi tu irais perdre toutes les autres opportunités, prendre un risque énorme en te mariant, parce que pour un homme, ça on le disait tout à l'heure, et ça je trouve que c'est quand même une réflexion à un moment qu'il faut avoir. Elle est un peu négative, hein, mais c'est qu'une femme dans un mariage, elle a beaucoup moins à perdre et beaucoup plus à gagner qu'un homme. Alors dans le cas d'un mariage, non j'allais dire finalement, oui, j'allais dire en Russie, mais en France on a le même contexte, c'est que les femmes ressortent gagnantes des divorces en général. Oui. On peut mettre un petit bémol là-dessus, c'est qu'il existe des méthodes, des moyens pour se protéger d'un éventuel divorce. On peut faire un contrat de mariage avec séparation de biens pour préserver le capital. Entre guillemets, ce que chacun a amené dans le couple avant le mariage, on repart avec le capital de départ. Moi, ça me paraît aujourd'hui, et pourtant j'avais pas de contrat de mariage à l'époque, Oui. mais ça me paraît aujourd'hui, ok, je vais te parler du Bélarus parce que je sais, 70-80% de divorces. Ouais, c'est énorme, la stat est énorme. Mais du coup, c'est des gens qui se marient très jeunes. Ouais, c'est pas notre cas de figure, ouais. C'est des gens qui se marient, ils ont la petite vingtaine, donc c'est sûr. Mais il n'empêche que si on a 70% à 80% de chances de se foirer, de ne pas faire de contrat pour se protéger de l'éventualité qui est une écrasante majorité de probabilité, bah, il faut être un peu foufou quand même. Voilà. Mmh. Et malheureusement, c'est là que la vidéo a coupé, faute de batterie sur la caméra. Et c'est dommage parce que Simon, il avait encore plein de choses à nous partager sur les femmes russes, sur son expérience et sur sa vision des thématiques de la rencontre. Mais tout n'est pas perdu. Si vous souhaitez qu'on refasse une interview ensemble, la suite de cette interview, et si cette vidéo vous a plu, mettez un commentaire en description de cette vidéo et on trouvera un moment pour refaire une interview ensemble. Et si le sujet des femmes russes vous intéresse, j'ai écrit un petit livre, un petit e-book que je vous mets à disposition gratuitement. Donc vous trouverez le lien en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Voilà, vous pouvez le télécharger gratuitement, ça fait environ une grosse dizaine de pages. Et j'espère que vous apprendrez des choses sur les femmes russes et leur psychologie. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!